Mon oncle David était un homme excentrique. Ce n'est pas un code pour dire qu'il était une sorte de déviant. En fait, il a été un homme agréable et attentionné pendant la majeure partie de sa vie. Cependant, il était aussi une âme sensible et pas très sociable. David ne s'est jamais marié, ni n'a eu d'enfant. Il a vécu seul toute sa vie et a occupé un poste ennuyeux dans la fonction publique. Oui, David était définitivement un introverti et était peut-être sur le spectre, mais il est resté seul et s'est livré à ses passe-temps inhabituels, dont certains sont devenus des obsessions. Je suppose que c'est pour ça qu'il a acheté le village modèle. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le concept, un village modèle ou miniature est une attraction étroitement associée à la campagne anglaise, bien qu'il en reste peu au XXIe siècle. Certains datent du XIXe, mais leur popularité a culminé entre les années 1930 et 1950. Essentiellement, ce sont des maquettes à l'échelle extérieure transformées en expositions très détaillées, reproduisant des villes ou des villages contenant tout. Des églises miniatures, des maisons, des voies ferrées, des canaux et des parcs, et des figurines représentant de petites personnes, hommes, femmes, enfants, et même des animaux domestiques. Le niveau de détail est impressionnant, et il y a une sensation pittoresque et presque magique dans de telles attractions. Mais bien sûr, comme tant d'autres choses, les villages modèles ont perdu une grande partie de leur attrait à l'ère numérique moderne, incapables de rivaliser avec des activités et des lieux de loisirs plus contemporains. Les quelques-uns qui restent conservent leur charme et leur attrait par excellence, mais leur apogée est révolue depuis longtemps. L'oncle David n'aurait pas pu prévoir cette tendance lorsqu'il a acheté son propre village modèle au début des années 1990, bien que je doute que cela l'aurait arrêté, car il n'a jamais considéré l'attraction comme une entreprise financière. Je ne vous dirai pas où se trouve le village de l'oncle David. Il n'existe plus, mais je ne peux pas garantir que son ancien site est sûr ou que le mal qui y a habité autrefois a maintenant disparu. Je vais cependant vous le décrire. Le village s'appelait Mauville, un nom étrange aux accents légèrement sinistres. C'était le titre avec lequel l'attraction était venue quand David l'a acheté, et il était catégorique sur le fait que le nom ne changerait pas. Il était un adepte de la tradition après tout. Mauville a été construit à une échelle de 1 à 72 et contenait la plupart des caractéristiques que l'on s'attendrait à trouver dans un village anglais traditionnel vers la fin du 19e ou le début du 20e siècle. La rue principale se composait d'une église à clocher, ancienne bien sûr, d'un hôtel de ville soigné avec un toit en dôme de cuivre et d'une école avec de grandes baies vitrées. La rue contenait également plusieurs vitrines bien rangées, une boucherie, une épicerie, un pub de village, une banque et un bureau de poste. Le type de petites entreprises qui disparaissent lentement dans le monde réel. Au large de la rue principale se trouvaient les maisons, un mélange de cottages pittoresques et de maisons de villes géorgiennes. Le détail était étonnant, jusqu'aux minuscules parterres de fleurs dans les jardins entourés de palissades blanches. Le manoir était situé à la périphérie du village, près du ruisseau construit qui traversait la fosse campagne. La maison avait 4 étages, avec des vitraux et des tourelles. Le terrain qui l'entoure ont été méticuleusement conçus et entretenus, avec une avenue bordée d'arbres soignés menant à des portes d'entrée. Plus loin, le long de la rivière, se trouvait un moulin à vent fonctionnel, plus dans le design hollandais qu'anglais, mais toujours en accord avec l'ambiance de l'attraction. La dernière caractéristique à noter était la gare au sud du village, une longue plateforme et une gare en briques rouges, avec une vieille locomotive à vapeur qui reposait en permanence sur les rails. Ces voitures attenantes divisées en première, deuxième et troisième classe. Et puis, il y avait les figurines, les minuscules villageois qui peuplaient Mauville. Chacune était unique et portait son propre nom en fonction de son rôle et de son travail. La maîtresse de maison, la bouchère, le curé, la femme de l'épicier, le chef de train. Toutes semblaient être des personnes heureuses, vaquant leurs occupations quotidiennes. Tout était bien ordonné et paisible à Mauville, car il représentait un oasis de tranquillité dans un monde hautement chaotique. Ou du moins, c'est ce que nous avions l'habitude de croire. Comme vous pouvez probablement le constater, je passais beaucoup de temps à Mauville. Mes parents m'y emmenaient régulièrement, moi et ma sœur, quand nous étions jeunes et avant que maman et papa ne divorcent. Et je me souviens à quel point c'était un endroit magique à visiter quand j'étais enfant.
Mon oncle était toujours heureux de nous voir et de partager son village avec nous, racontant à ma sœur et moi les histoires derrière chaque bâtiment, caractéristiques et figurines. Il était cependant strict, nous avertissant de ne jamais déranger son village bien-aimé. Je me souviens d'une fois où nous avons accidentellement endommagé le toit de l'église en jouant, et David était furieux contre nous. Sa réaction était effrayante, et je suppose que nous ne comprenions pas pourquoi il était si obsédé par ce village. Malheureusement, David était un homme avec beaucoup de problèmes. Mais la vie a continué. Ma sœur et moi avons grandi, et nous avons cessé de visiter Moville et mon oncle. Je me sens mal à ce sujet maintenant, mais j'étais un adolescent insouciant et hormonal, et le dernier endroit où je voulais traîner était un vieux village modèle ennuyeux. Malheureusement, l'état mental de l'oncle David ne s'est détérioré que dans les années qui ont suivi. Il a pris une retraite anticipée de son travail et est devenu encore plus obsédé par la construction et l'entretien de Moville. Pendant un certain temps, il l'a géré comme une attraction familiale, facturant un petit droit d'entrée pour les familles à visiter le week-end et les jours fériés. Mais finalement, il s'est lassé de ses visiteurs et de leurs manières perturbatrices, choisissant de fermer Moville au public et d'en faire son propre refuge privé. Dans les années qui ont suivi, David est devenu un reclus total, coupant les liens avec la plupart de sa famille et les quelques amis qu'il avait. Ma mère le visitait encore occasionnellement, principalement pour vérifier que son frère était toujours en vie, mais elle recevait généralement un accueil glacial. Je ne sais pas ce qui est arrivé à David, qui l'a fait se couper du monde extérieur et devenir complètement obsédé par son passe-temps presque enfantin. Peut-être a-t-il subi une tragédie personnelle ou un chagrin d'où nous ne savons rien. Ou peut-être qu'il ne pouvait tout simplement pas faire face au stress et aux pressions du monde. En tout cas, j'ai bien peur que sa vie ne soit destinée à se terminer tragiquement. Alors laissez-moi vous parler de l'été 2001. Ma mère n'avait pas vu son frère depuis environ 2 semaines. Elle téléphonait assez régulièrement, mais mon oncle répondait, ou rappelait rarement. Elle est descendue à son chalet un jour, et n'a pas pu obtenir de réponse lorsqu'elle a sonné la cloche, ou même lorsqu'elle a frappé à la porte à plusieurs reprises, et assez fort. Inquiète, elle a utilisé sa clé de rechange pour entrer dans la maison de David, mais a découvert qu'il n'était pas chez lui. Les sonnettes d'alarme ont commencé à sonner à ce moment-là, car David sortait rarement, voire jamais, mais maman n'a pas encore paniqué. Elle a commencé à vraiment s'inquiéter lorsqu'elle s'est rendue sur le site de Moville et a trouvé l'atelier de David vide et aucun signe de lui dans le village. Non seulement cela, mais le site était un gâchis, avec des bâtiments miniatures détruits et des figurines brisées et éparpillées sur le béton et l'herbe. Maman savait à quel point Moville comptait pour son frère, et elle ne pouvait qu'imaginer l'impact que cet acte de destruction gratuite aurait eu sur son état mental. À ce stade, elle a paniqué et a téléphoné à la police. Mais ils n'ont pu déposer un rapport de personnes disparues que 72 heures plus tard. Ce délai est passé, et le rapport a été traité, mais aucune information n'a été fournie. Maman a téléphoné à la police tous les jours, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de répondre à ses appels. Puis, elle a commencé sa propre recherche. Faire publier des articles dans la presse locale, afficher des pancartes manquantes dans toute la campagne, et lancer un site web demandant des informations, car c'était avant que les médias sociaux ne soient une chose majeure. Elle a travaillé si dur pendant si longtemps, mais n'a jamais eu de piste solide. C'était déchirant pour nous de voir que la recherche infructueuse consumait ma mère. Elle s'est toujours sentie responsable de la disparition de son frère, estimant qu'elle aurait dû mieux s'occuper de lui. Nous lui disions constamment qu'elle n'était pas à blâmer, qu'il était un homme adulte qui avait pris ses propres décisions. Mais ce n'était pas bien. Notre mère a gardé la foi pendant des années, croyant toujours que David reviendrait un jour. Je ne partageais pas sa croyance cependant. Mon oncle était toujours dérangé, et je craignais qu'il ne soit allé dans un endroit tranquille pour mettre fin à ses jours. Peut-être que son corps avait été emporté en mer, et c'est pourquoi il n'a jamais été retrouvé. Je pense que toute la famille partageait ma théorie, mais nous n'en avons jamais parlé, et nous n'avons jamais dit à maman ce que nous pensions. Cela lui aurait brisé le cœur. En tout cas, la recherche est passée du froid au gel, et après 7 longues années, mon oncle a été déclaré légalement mort. Cette triste étape a brisé ma mère. Elle a continué sa vie, étant là pour sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Mais une grande partie d'elle est morte avec son frère, et elle ne s'est jamais vraiment remise de la tragédie. Je pense que cela nous a tous surpris lorsque nous avons découvert que David avait rédigé un testament, et qu'il avait légué tous ses biens et actifs à ma sœur et moi, y compris
son village modèle bien-aimé. Ma sœur venait d'avoir un nouveau-né, et n'avait donc pas le temps de s'occuper de ce bordel. Et je ne pouvais pas demander de l'aide à notre mère, car c'était encore trop dur pour elle. Alors j'ai pris la tâche de m'occuper de la succession de mon défunt oncle. Le plan était de vendre et de partager l'argent. Il n'y avait vraiment pas d'autre option pratique. Le chalet de David était un peu en mauvais état, après toutes ces années. Mais je savais que les travaux de rénovation le rendraient présentable, et avec le marché du logement tel qu'il était, nous pourrions vendre à un bon prix. Mauville était cependant une autre paire de manches. Il y avait peu ou pas de perspective de le vendre en tant qu'entreprise en activité. Le marché des villages modèles dans le monde moderne est presque inexistant pour les raisons que j'ai expliquées un peu plus tôt. Et en plus, le site était un gâchis. Mon meilleur pari était de vendre le terrain pour le développement, mais je devais d'abord faire évaluer le site en tenant dûment compte des permis de construire et d'autres problèmes. J'ai fait ma première visite pour avoir la configuration du terrain. J'admettais avoir ressenti de l'appréhension lors de la descente vers le site de Mauville, alors que tous les vieux souvenirs revenaient à la surface. Nous y avions passé de bons moments pendant notre enfance, mais je ne m'arrêtais pas de me rappeler comment l'oncle David avait fait rage avec nous lorsque nous avions accidentellement endommagé le toit de l'église, et la terrible tristesse que ma mère avait emportée avec elle après sa disparition. Malheureusement, mon humeur ne s'est assombrie que lorsque j'ai atteint le site. Les jours de gloire de Mauville étaient clairement révolus depuis longtemps. Les rues, les maisons et les figurines, autrefois impeccablement entretenues, étaient maintenant un horrible gâchis. Tout a été brisé jusqu'en enfer, ou usé par des années d'exposition aux éléments. Le village était clôturé, mais les vandales étaient quand même entrés, tachant le site de graffiti pour ajouter à la destruction. J'avoue avoir eu les larmes aux yeux en constatant les dégâts. C'était tragique de voir cet endroit, autrefois idyllique, réduit à un état aussi terrible. Mais il y avait aussi autre chose. Je n'ai jamais beaucoup cru au monde spirituel, mais quelque chose m'a frappé alors que je traversais le village modèle en ruine. J'ai vécu une dépression presque paralysante, une terrible tristesse qui allait bien au-delà de ce que je devais ressentir. C'était comme si cet endroit, autrefois magique, avait pris une aura sombre, celle de la tragédie et de la mort, qui menaçait de consumer tous ceux qui marchaient sur ces terres. J'aurais dû écouter mon instinct, mais bien sûr, je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis dit que mes émotions avaient pris le dessus sur moi, et que j'avais besoin de me ressaisir. J'avais un travail à faire, aussi désagréable soit-il, et je me suis donc mis au travail pour nettoyer le site. C'est là que mon histoire prend une tournure bizarre et sombre. Ce que j'ai l'intention de faire maintenant, c'est de transcrire le contenu du journal de Feu mon oncle, que j'ai découvert lors de mon travail de déminage. La plupart de son contenu n'est pas pertinent, ne donnant malheureusement que peu d'informations sur l'état d'esprit de David. C'était jusqu'à ce que j'arrive au dernier jour, avant sa disparition. Les entrées du journal ont répondu à certaines de mes questions, mais en ont soulevé beaucoup d'autres. Cela deviendra évident au fur et à mesure de mon histoire. Vous vous demanderez peut-être aussi comment le journal n'a pas été découvert pendant toutes ces longues années, pendant lesquelles la police et ma mère étaient sur l'affaire. Eh bien, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, et donc tout ce que je peux dire, c'est de lire la suite. Alors commençons par l'entrée de mon oncle David, pour le 9 juillet 2001.